Nous passons maintenant au Soudan du Sud. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est arrivé lundi à Juba pour sa première venue en un an dans la capitale, où il a rencontré le président Salva Kiir pour discuter de paix et de conditions de sécurité. Notre réunion s'est concentrée sur les arrangements de sécurité parce qu'il s'agit d'une des dispositions fondamentales de l'accord de paix en 2018, a déclaré à la presse l'adjoint de Machar, Henri Odouard. Après la rencontre des deux hommes à la présidence, il y a des défis et nous prions pour les surmonter. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent les deux hommes assis à la même table et Kiir serrer la main de Machar. Machar, qui vit en exil à Khartoum, est arrivé dans un avion soudanais précédé par deux autres appareils transportant une large délégation d'une soixantaine de personnes. David Jabavi, voilà le plus jeune État de l'Afrique qui est devenu indépendant, je pense, en 2011. Et depuis, les deux hommes forts se disputent le pouvoir. Oui, depuis très longtemps que cette guerre oppose les deux alliés dans le temps, parce que l'un était le vice-président de l'autre à la création du Sud-Soudan. Malheureusement, ils se sont séparés, leurs chemins se sont séparés, chacun s'est retrouvé dans son coin. Ces accords de paix ont toujours été signés depuis très longtemps. C'est ce qui fait croire à beaucoup d'observateurs que c'est encore une plaisanterie de mauvais goût, initiée par les deux protagonistes. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ces signatures d'accords de paix, et après séparation, chacun va reprendre les armes pour dire que l'accord a été violé par tel, etc. Au final, on ne comprend vraiment pas ce qui se passe au Sud-Soudan. Pour ce jeune pays très riche, immensément riche, le sous-sol sud-soudanais dispose d'une des plus grosses quantités de pétrole au monde, et que ce pays se retrouve dans cette situation. C'est incompréhensible, et très vite on peut aussi comprendre que c'est parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu, les Américains d'un côté, les Occidentaux de l'autre. Le pays est dirigé par ces deux personnes, ces deux adversaires politiques qui jouent avec l'avenir de tout un État. Aujourd'hui, le Sud-Soudan aurait été l'un des pays les plus riches, parce que d'abord très jeune, et donc disposant d'assez de ressources minières aussi. Mais malheureusement, ce pays est confronté à des guerres qui ne finissent jamais, et au final, c'est des accords de paix qui sont signés. On ouvre le banc, on dresse le tapis rouge, on fait des accolades, on signe des papiers. Mais vous verrez que très vite, lorsque les deux vont se séparer, la guerre va encore reprendre, parce que l'un accusera l'autre d'avoir violé l'accord de paix. Et ça ira de répétition en répétition. Germain Pouliot, on se rappelle en avril de cette image. Les deux hommes étaient reçus par le pape François, qui leur a baisé les pieds pour leur demander de faire la paix. Il a même dit « Je vous en prie, faites la paix ». Est-ce que c'est ça qui joue actuellement ? Pour le croyant que je suis, je peux dire oui. Mais en même temps, vous savez, quand vous êtes reçu par le pape, officiellement, qui vous fait une telle demande, vous êtes obligé après donc, de montrer un peu de la bonne volonté. Donc, on peut assister à cela, et ça peut aussi expliquer la tenue de cette rencontre-là. Maintenant, 2 jours de discussion, est-ce que tous ces détails-là qui n'ont pas pu être réglés, qui concernent justement les combattants, beaucoup plus, est-ce que ça pourra se faire ? Est-ce que les combattants pourront être cantonnés ? Est-ce que l'armée unifiée dont on parle, est-ce que ça peut... Je n'ai pas du leurre, est-ce que c'est possible à l'étape actuelle des choses ? Donc, probablement, cette médiation du pape a joué. Le Soudan aussi, qui est en difficulté, a trouvé le temps aussi de pouvoir réunir ces deux grandes personnalités là, de la scène, de la vie publique sud-soudanaise. Et donc, ça veut dire que c'est un sujet important aussi pour Khartoum. Et on ne peut que souhaiter que ces 2 jours de discussion-là marquent une étape décisive. Maintenant, ça fait des années
que cela dure. Ça fait plusieurs rendez-vous manqués. Est-ce qu'on ne peut pas être pessimiste par moment? Je pense qu'on attend de voir. Aujourd'hui, on ne croit pas trop. Il y a eu des déclarations assez intéressantes. Certains disent être venus en homme de paix, donc pour faire la paix. On se rappelle aussi que le président Salva Kiir avait aussi appelé son rival à rentrer au pays. Donc, est-ce que toutes ces bonnes intentions-là vont finalement se matérialiser? Est-ce que ces deux leaders-là pourront finalement sceller la paix pour ce petit pays-là qui en a vraiment besoin? Marc Abouflan, cette rencontre entre les deux hommes, ça va pouvoir faire avancer le processus de paix? Bien évidemment. Il était important depuis le début du processus que les deux principaux protagonistes prennent langue. Et je pense que cette rencontre est très importante. Elle répond aussi un peu à cet appel émouvant du souverain pontife qu'on a tous suivi. Et je pense que c'est de bonne guerre que les dirigeants du Sud-Soudan, qui est un pays, comme le rappelait David tout à l'heure, qui non seulement est immensement riche, mais le dernier pays indépendant d'Afrique, qui s'est départi un peu du Soudan originel. Et donc, il est important pour non seulement développer ce pays-là, qui n'a pratiquement aucune infrastructure, que ce soit des infrastructures de communication, que ce soit des infrastructures administratives, ce pays qui n'a pratiquement aucune infrastructure, que cette guerre-là cesse enfin pour que le gouvernement puisse prendre en main le développement et puis subvenir aux besoins de la population, qui pour une population aussi riche aujourd'hui fait partie des populations les plus pauvres avec un indice de développement humain très très bas. Et donc, prendre langue, c'est une chose. Je veux juste espérer que cette rencontre permette véritablement des avancées qui soient à même d'enclencher définitivement le processus de paix dans ce pays. Mais est-ce que, parce que ce n'est pas la première fois que les deux hommes se rencontrent, après les conflits très très meurtriers qu'il y a eu, on parle de plus de 380 000 morts, est-ce qu'on peut espérer que cette fois, c'est la bonne? À la seule condition que les puissances étrangères libèrent le Sud-Soudan. C'est parce que ces puissances étrangères, les États-Unis d'un côté, la France et les États européens de l'autre, continuent de siphonner ce jeune État. Vous savez, moi j'ai subi... Oui, mais ça c'est un fait, mais personne ne leur demande de s'entretuer entre eux, non? Oui, mais c'est parce que c'est parce que des factions sont armées. Puisque quand il y a la guerre, ça profite aux colonisateurs ou à l'exploitateur ou à l'exploitant. C'est-à-dire que lorsque votre pays traverse une situation d'instabilité, comment vous appelez ça, ceux qui ont des visées sur votre pays profitent et tirent des avantages. Vous ne pouvez pas comprendre que quelques années juste après l'indépendance acquise par le Sud-Soudan, à une réunion tenue aux États-Unis, on met sur la table de discussion la carte politique ou la carte géographique du Sud-Soudan, et chaque opérateur économique américain vient choisir sa part. Certains ont proposé de prendre le marché des télécommunications, d'autres proposaient de prendre le marché des infrastructures routières et tout ce que, puisque c'est un jeune État qui vient juste de naître, ils n'ont suffisamment rien. Et donc, quand ça se passe comme ça, il y aura toujours la guerre. Et donc, il revient maintenant à ces deux protagonistes-là, Salva Kiir et son vice-président, de comprendre véritablement que l'avenir du peuple sud-soudanais est plus important que leurs intérêts, et arrêter de se faire la guerre, parce que la guerre n'a jamais rien apporté de positif. Un jeune État, si jeune, qui se retrouve comme ça. Quand vous arrivez au Sud-Soudan aujourd'hui, la famine gangrène tous les ménages. C'est avec peine que les Sud-Soudanais arrivent à trouver de quoi s'alimenter au quotidien. Mais en face, ils ont les moyens pour s'armer, pour acheter des armes, pour se faire des guerres. Et on ne comprend vraiment pas. Finalement, ils ont choisi l'indépendance pour faire la guerre, ou choisi l'indépendance pour véritablement poser les bases de développement de ce jeune État. C'est ça le problème. D'autres États, quand vous prenez un peu les nouveaux États Balkans après la dislocation de la Yougoslavie, ces petits États, la Serbie, l'Herzégovine, ces petits États,
sont aussi passés par là. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez dans ces pays, l'Albanie, ces petits États-là, ont compris qu'il faut laisser les armes et faire face à l'avenir de ce pays. C'est ce qu'il faut enseigner à ces deux personnalités de ce pays. Salva Kiir est arrivé au pouvoir à la suite d'une élection. Il a un certain nombre de mandats à faire. Et si son bilan n'est pas porteur, c'est le peuple sud-soudanais qui va le faire partir. Et son vice-président ou son second, là, je ne sais pas comment il s'appelle, Riek Machar. Riek Machar doit comprendre aussi que en continuant d'armer des rébellions, en continuant d'alimenter ces guerres, le Sud-Soudan ne va jamais être développé. Et ces accords de paix ne profiteront finalement à personne, encore moins au peuple sud-soudanais. Alors, Germain Pouli, quand vous êtes un enfant et que vous demandez à quitter le domicile familial, c'est que vous avez les capacités de vous prendre en charge. Sur quoi ils comptaient pour demander leur indépendance du Soudan pour aujourd'hui se retrouver dans ce merdier-là? Bon, l'indépendance, c'est déjà pour tout le peuple. Mais là, c'est un peuple qui est divisé, qui a deux chefs qui ne s'entendent pas. Donc, pour former... Est-ce que c'est le peuple qui est divisé ou c'est les chefs qui sont divisés? Oui, mais malheureusement, les chefs ont derrière eux une partie de la population. Parce qu'on a vite fait de verser dans un conflit interethnique, on dit ethnie Nuer, ethnie Duncan, qui s'affrontent. Mais non, c'est Riek Machar et Salva Kiir qui s'affrontent. Oui, mais la réalité, chez nous surtout, c'est que derrière ces leaders-là, il y a des ethnies ou des groupes ethniques. Et ce ne sont pas véritablement des projets politiques que les gens vendent aux populations. C'est que, nous sommes majoritaires, c'est nous qui devons occuper les rênes du pouvoir et donc c'est en termes ethniques qu'on raisonne beaucoup plus dans nos pays avant de raisonner en termes de projets de société ou de développement. Et les difficultés que nous traversons en Afrique pour nos jeunes nations, c'est la cohabitation de toutes ces ethnies-là dans un cadre plus ou moins viable, acceptable. Ce n'est jamais facile. Et à chaque fois que le pouvoir est en jeu, les divisions ressurgissent. Chaque composante des jeunes nations africaines que nous sommes a tendance à sortir ses griffes quand il y a des enjeux de pouvoir. Donc c'est un peu ce qui se passe. Il y a un accord qui a pu quand même créer une situation d'entente. On a un président, on a un vice-président qui devrait s'entendre pour diriger, mais ce n'est pas fait. Je pense que c'est aux leaders de parler à la population. On a parlé un peu de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, la situation que vit ce pays, c'est que Mandela n'a pas réglé le problème en réalité. Même Mandela a trouvé un arrangement avec les Blancs qui étaient au pouvoir et les Noirs sont arrivés au pouvoir. Alors, je pense qu'après, il y a eu... Mandela même est passé par la violence, par les guerres, avant de venir faire la paix. Donc je pense que quand on prend le Sud-Soudan, il faut aussi arriver à cela. On fait la guerre, mais après, on est obligé, puisqu'on est du même pays, on est obligé de réapprendre à vivre. On a vu un cas plus catastrophique au Rwanda, aujourd'hui, qui renaît de ses cendres totalement et qui est en train d'être un exemple de réussite donc en Afrique. Donc le Sud-Soudan est capable, si ces leaders-là véritablement laissent de côté leurs intérêts personnels ou laissent de côté la défense de certains intérêts de communauté et mettre l'intérêt du pays en avant. Nous avons beau accuser les puissances étrangères d'armer les uns contre les autres et tout ça, mais nous sommes responsables de la pauvreté, des difficultés dans lesquelles vivent nos populations. Et il est temps que ces leaders-là, comme tous les autres en Afrique, voilà. Marc Abouflan, quand on dirige l'un des pays les plus pauvres du monde en termes d'indices humains de développement et qu'on se bat pour les enjeux de pouvoir, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Dans tous les pays, je pense qu'il y a cette bataille perpétuelle autour des enjeux de pouvoir, même dans les grandes puissances ou dans les pays qu'on peut estimer comme développés aujourd'hui, tels la Chine ou encore les USA ou encore la France. Il y a cette bataille perpétuelle du pouvoir. Maintenant que cette bataille efface ou en tout cas enlève des enjeux, la bataille
pour la population. C'est ça qui est dangereux, c'est ça qui pose problème. Vous savez, Salva Kiir et Riek Machar sont président et vice-président. Ils se sont battus ensemble pour obtenir l'indépendance du Soudan du Sud. Et à mon avis, si à un moment donné, ils ont pu trouver un compromis pour l'indépendance de leur pays, ils peuvent encore aujourd'hui rester ensemble, même s'ils ont des divergences, rester ensemble pour, d'une certaine manière, construire le Soudan. Et ce qui se passe aussi dans ce Soudan du Sud, c'est qu'il y a tellement d'intérêts, tellement de groupes d'intérêts qui pilotent en réalité chacun de ces populations. Et à mon avis, il faudrait, au-delà même d'organiser ces intérêts-là, réouvrir le jeu démocratique au Soudan. Parce que si ces deux personnalités monopolisent le pays, c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'autres institutions qui sont capables de les réguler. Le Soudan du Sud n'a pas une assemblée véritablement forte, ils n'ont pas d'autorité, de coercition des pouvoirs exécutifs. Et je pense que c'est là aussi le problème qui fait perdurer cette crise-là. Nous allons marquer la pause et nous revenons tout de suite après pour le Togo.